Alors, je vais vous présenter rapidement nos trois intervenants qui après rajouteront peut-être beaucoup de choses sur ce qui les concerne. Donc, je commence par Xavier Lemoine qui est là. Donc, Xavier, vous êtes maire de Montfermeil. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Montfermeil, c'est en Seine-Saint-Denis. Donc, voilà, une région particulière d'Île-de-France. Vous avez été sans cesse réélu depuis 2002. Vous êtes aussi vice-président de la métropole du Grand Paris. Et on connaît aussi Montfermeil parce que c'est là qu'a été créée la première école Espérance banlieue, dont vous allez nous parler, entre autres choses. Alors à côté, non pas à côté, un peu au bout, nous avons Léonard Prunier. Vous, Léonard, vous venez de la Sarthe. Vous êtes président de la maison Prunier. Alors peut-être que certains connaissent par cœur, mais vous connaissez les produits de la maison Prunier, une entreprise créée par vos arrière-grands-parents en 1931, spécialisée dans la charcuterie haut de gamme. Alors j'ai dit que je regrettais qu'on ne puisse pas en déguster aussi, mais voilà, ça sera après. Donc Léonard, vous êtes aussi président de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Et puis nous avons Amaury Gomard, qui est le plus jeune, mais avec un CV aussi très, très impressionnant. Donc Amaury, vous vous êtes engagé au Rocher. Vous avez été chargé de relations institutionnelles à la Fédération française du bâtiment pour le Grand Paris. Vous avez été collaborateur parlementaire. Et en 2019, vous avez lancé Arcade qui mobilise des centaines de jeunes pour des chantiers de restauration du patrimoine. Et aujourd'hui, vous êtes le directeur général à plein temps de cette association dont vous allez nous parler plus. Alors, on va commencer par notre homme politique. Donc, cher Xavier, dites-nous quel est votre héritage, qu'est-ce que vous voulez transmettre, pourquoi, pour qui? Allez-y. Merci beaucoup, merci à Zaché pour cette invitation et l'accueil que j'ai pu recevoir depuis le début. Merci. Trois parties à mon petit topo. Où, quoi, pourquoi, comment. Voilà. Composition de lieu, Montfermeil, 30 000 habitants, population très jeune, 50 nationalités différentes, un tiers de Français de souche, un tiers de Français d'origine étrangère et un tiers de personnes qui sont toujours sous titre de séjour. Une population qui est à 50% à peu près de culture ou de confession musulmane. Dans les écoles, c'est entre 60 et 90%. Donc vous voyez ce que j'appelle les bascules démographiques et culturelles qui sont à l'œuvre sur un certain nombre de nos villes, en tout cas en Seine-Saint-Denis. Ça a été également, avec Clichy-sous-Bois en 2005, l'épicentre des émeutes de 2005, et j'y reviendrai tout à l'heure puisque ça a été extrêmement marquant pour notre ville et qu'on a voulu s'en sortir. Voilà. Deuxième sujet, ça va être simple. Pourquoi Je vais essayer de vous résumer 23 ans de mandat. J'ai tenté, nous avons tenté, de faire connaître, de faire respecter et de faire aimer la France. Alors, vu au prisme du thème du forum, j'essaye de prendre soin de l'héritage. Pour moi, l'héritage, c'est la France sous l'angle de sa vocation profonde, à savoir fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples. Je ne le sors pas pour vous faire plaisir cet après-midi, ça a déjà été écrit dans plusieurs éditoriaux et autres documents publics du maire de Montfermeil, donc voilà. Et de susciter des héritiers, car un héritage sans héritier, ça peut être très triste. Et de susciter donc des héritiers par l'amour qu'ils auront de la France, France qui se sera fait connaître de sa plus aimable et plus estimable manière, et France qui aura su défendre ou faire respecter un certain nombre de points non négociables. À titre personnel, à défaut des points non négociables de Benoît XVI, j'en ai trois. Pareil, ça a été largement écrit et commenté dans plusieurs publications de la ville. L'égale dignité entre l'homme et la femme, égale dignité, et non égalité interchangeable versus théorie du genre, wokisme, etc., pour bien fixer les affaires. Deuxième point non négociable, la laïcité étant bien entendu comme la distinction et non pas la séparation des pouvoirs et des deux ordres, le spirituel et le temporel. J'estime à titre personnel que le laïcisme dans lequel nous sommes est une forme d'athéisme déguisé. En tout cas, c'est un scandale absolu pour les populations de culture et de confession musulmane. Il n'y a pas beaucoup de discussions à avoir à partir de là. À partir d'une laïcité étant entendue comme distinction, là, il y a des accroches possibles pour une discussion
plus intéressante. Dernier point, la liberté de conscience, et pour ne pas faire 2 heures de discussion sur ce que c'est, je résume, il n'y a pas d'amour sans liberté, je dois pouvoir haïr, je dois pouvoir ne pas croire pour pouvoir librement et volontairement aimer et croire. Pour moi, c'est non négociable, car autrement on change de culture. Le mot culture, je l'entends comme expression profane d'un culte, et on change de civilisation. Quant à l'amour de la France, cela ne se commande pas, mais tout faire pour le susciter. Deuxième partie, finie. Presque. Cela nécessiterait bien sûr bien d'autres développements, mais on est dans une configuration voilà, avec un temps compté, c'est normal. Donc, bien d'autres développements, mais je tenais à situer les enjeux de notre pays à ce niveau-là. En tout cas, c'est ceux que je porte au fond de mon cœur. Donc, troisième partie, concrètement sur le terrain, quelle forme cela peut-il prendre? Alors, quelques exemples. Je mentionne, alors sans en donner toute la genèse, la création effectivement en 2012 de la première école Espérance banlieue à Montfermeil, où j'avais un triple enjeu. Les bouffons, c'est les premiers de classe qui se font casser la gueule à la récré parce que être premier de classe, c'est faire allégeance au pays d'accueil, et ça ne se fait pas dans certains quartiers ou dans certaines écoles. Les agités, ce sont tous nos gamins qui sont dans les dispositifs de réussite éducative et qui font partie des plus intelligents, sauf qu'ils ont besoin du pourquoi avant du comment, et tant qu'ils n'ont pas le pourquoi et la finalité, ben, ils vous foutent le barouf dans la classe, et donc ça se passe mal. Je connais, j'ai vécu, et bon bref, je ne vous raconte pas ma vie. Et puis ensuite, plus grave, la rupture du lien de confiance entre un certain nombre de familles de culture ou de confession musulmane et l'éducation nationale, avec en 2013 l'introduction de la théorie du genre à l'école, mais aujourd'hui en ce moment avec les EVARS, on a exactement le même phénomène qui a d'autres développements. On a multiplié par 15 le nombre d'enfants scolarisés à la maison, on a vu la floraison de recherches d'écoles coraniques et autres, une a pu les EVAR, c'est toute l'éducation sexuelle et affective dans les écoles. Alors, la nouvelle version est un peu moins condamnable que la première, mais c'est un vrai sujet, en tout cas, dans nos villes. Voilà. Donc, éventuellement, dans les questions sur l'espérance banlieue, je pourrais y revenir. En revanche, je m'étendrai davantage sur la manière de s'assurer que toutes nos populations, soit récemment arrivées, soit de longue date, possèdent la maîtrise de la langue française. Mais quand je dis posséder la maîtrise de la langue française, si cela consiste à savoir uniquement lire l'étiquette du mode d'emploi du bidon d'eau de Javel pour aller faire les ménages à La Défense ou à Roissy, c'est utilitaire, mais ça n'apporte pas grand-chose d'autre que cela. Et donc, nous fondons les cours que nous organisons à partir de la culture, des us, des coutumes, des mœurs, des codes de la société française pour véritablement permettre à ces personnes de savoir se mouvoir à l'intérieur de notre société et de pouvoir accompagner leurs enfants dans la progression de leur vie. Au passage, on essaye de faire passer ces personnes qui sont plutôt de système culturel ou civilisationnel où le nous l'emporte sur le je, où l'individu appartenant à la communauté l'emporte sur la personne, et bien justement de faire passer du groupe, de l'individu, à la notion de personne, du nous au je, par le moyen de théâtre, forum, etc. Et quand vous voyez des mamans qui n'ont jamais dit je de leur vie et qui n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit pour elles, pouvoir affirmer devant tout le monde à la fin de l'année, devant le préfet, devant le maire et devant plein d'autres personnes, je souhaite, je veux, je pense, etc. Croyez-moi, derrière, ça fait des trajectoires familiales qui savent, tout en appartenant, en restant dans la culture d'origine, parce que je dirais celle-ci ne disparaît jamais, et ce n'est pas mon ambition non plus, eh bien, de pouvoir poser par elle-même un certain nombre d'actes et d'être beaucoup moins dépendant de la pression communautaire qui peut s'exercer. Voilà. Et quelques exemples par rapport à la question culturelle. J'ai 3 endroits que j'aime beaucoup visiter. Les ortillonnages à Amiens, les caves de Champagne à Reims et le musée d'art moderne de Chartres. Je vous assure, ces 3 lieux, ça pour le dossier de subvention, c'est ce que je mets. Mais quand on sort de ces 3 endroits-là, bien sûr qu'à Amiens, Reims et Chartres, il y a les 3 cathédrales. Voilà. Un petit Fioretti, juste pour que vous comprendrez ce que ça peut provoquer. C'est une maman qui sort de la cathédrale de Chartres, qui va voir sa formatrice, Fatima, que je connais très bien, et qui dit à Fatima, « Fatima, tu te rends compte, ça fait 15 ans que j'habite en France. Je ne m'étais pas encore intéressé à la France. » Là, c'est une intelligence et un cœur qui changent, qui regardent la France d'une toute autre manière au bout de 15 ans.
Ce qui deviendra, je n'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose de fort et de beau, me semble-t-il, qui est semé auprès d'une personne et derrière auprès de la famille. Juste pour vous donner un aperçu, je finis. Dernier point, c'est le défilé Culture et Création, qui a été créé par ma première adjointe et 2 collaboratrices, dont l'une est bien connue ici, puisque c'est Christine de Chef de Bien Fisset, qui a été ma directrice politique de la ville à l'époque. Donc après les émeutes de 2005, il s'est agi de réconcilier la ville sur elle-même et de changer son image. Ma première adjointe est venue me voir. Xavier, nous allons faire un défilé de mode. La représentation du corps en public, Xavier. Alors moi, taquin, oui, du string à la burqa, il y a toutes les nuances intermédiaires. D'accord. Mais elle me dit en plus, mais dans tes discours, tu dis souvent de la connaissance vient la reconnaissance. Et la reconnaissance dans les 2 sens du terme. Je te reconnais une existence, une identité, une originalité. 2e sens, je te suis reconnaissant de ce que tu m'apportes par ta différence. Et on va faire ce défilé de mode en 2 temps. Partie tradition. Chaque communauté défile en habit traditionnel. Dans quoi suis-je heureux, fier de me faire connaître, de me faire reconnaître des autres au regard d'une histoire qui a commencé en dehors du territoire national, du territoire français. Si on en reste là, je flatterai le communautarisme. 2e partie, on ne fait pas l'un sans l'autre, création. Création originale d'habits à partir d'une idée donnée par la commune. Première année, on a pris les noms de rues du quartier qui avaient brûlé. Ça tombe bien, Picasso, Utrillo, Monet, Degas, Derain, Vlaminck, etc. Oui, mais quand Madame Mousba Arbe, sénégalaise de son état, va à Paris pour la première fois de sa vie au musée Picasso pour voir qui était Picasso et comment il avait peint, et qu'elle nous ramène avec sa sensibilité propre une robe made in Picasso à la manière de, avec en plus son génie, sa sensibilité propre, et que lorsqu'on communie autour du beau, de cette manière-là, on ne se croise pas de la même manière dans la rue après. Voilà, donc c'est un des effets de ce défilé des cultures, identité. Voilà, donc je l'ai dit, tradition, création, communion autour du beau, je viens de le dire. Je fais très attention, c'est une petite incise, mais ça pourra donner des questions tout à l'heure. Je fais très attention à ne pas utiliser le mot de l'identité. Je crois beaucoup plus à la vocation. Une identité, ça se revendique. Une vocation, ça se reçoit. En revanche, que toutes les identités soient au service d'une vocation, à ce moment-là, elles deviennent complémentaires et non pas concurrentes l'une vis-à-vis de l'autre. Et ce moment de la création, eh bien, c'est comment chacune de ces identités différentes se mettent au service de cette idée et nous la restaurent, nous la redonnent, nous l'enrichissent avec ce qu'ils sont par ailleurs. Et ça fait 20 ans que cela dure. C'était bien pour la réconciliation locale, mais quand on subit des émeutes de 2023, lorsque en ce moment on subit les contre-coups de ce qui se passe à Gaza, eh bien, ce sont des événements qui sont toujours aussi utiles. Merci Xavier. Alors on va continuer avec le patrimoine et la culture à Maury. À vous. Merci Votre beaucoup. héritage. Bonjour à tous, très heureux d'être là et très honoré. Merci à l'équipe Zaché pour cette invitation. Donc à Maury-Gomard, j'ai 27 ans, je suis directeur de l'association Arcade. Arcade, donc ça a été très bien présenté. L'objectif, c'est de mobiliser les jeunes en France, les jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, pour les pousser à s'engager bénévolement dans nos campagnes à travers la restauration du patrimoine bâti. Donc c'est très simple, on organise des chantiers de restauration avec 2 dimensions sur nos chantiers qui sont très importantes, la dimension travaux manuels et la dimension lien social. Travaux manuels, c'est qu'on va aider à restaurer tout type de patrimoine que comportent nos campagnes, chapelles de bord de route, églises de village, châteaux, moulins, lavoirs, forts militaires, etc. Et avec des artisans qui encadrent tout type de travaux, les travaux un peu simples de débroussaillage, peinture, jusqu'à les travaux un peu plus techniques de maçonnerie, enduit à la chaux, charpente, toiture, etc. Et une dimension aussi de lien social, c'est une dimension très importante chez Arcade et qui me vient tout droit du Rocher, c'est d'aller à la rencontre des habitants. On ne peut pas débarquer, souvent les jeunes qui viennent sur les chantiers Arcade sont souvent des jeunes citadins, on ne peut pas débarquer dans un petit village de campagne pour restaurer le château du coin avec le sentiment d'être le sauveur du lieu. Et on doit venir se mettre au service de ce lieu-là. Et les premiers bénéficiaires de ce patrimoine qu'on vient aider à restaurer, et les premiers héritiers en quelque sorte, ce sont les habitants locaux. Et donc c'est hyper important, très nécessaire d'aller à la rencontre à travers tout un tas d'activités. Donc après les travaux, il y a toujours ces temps de rencontre et de partage assez gratuits, assez simples avec les habitants. C'est souvent une visite de nos anciens en maison de retraite ou les anciens isolés dans les villages. Ça peut être un repas partagé, une représentation théâtrale le soir. Bref, tout un tas d'activités qui permettent de permettre cette rencontre entre nos jeunes
et les habitants du coin. Donc voilà, ça c'est les deux dimensions d'Arcade. On a lancé ça il y a 5 ans, on était étudiants à l'époque. Aujourd'hui, en 2025, on restaure 22 lieux dans 18 départements différents et avec déjà plus de 1500 jeunes qui sont venus sur le chantier. Donc ça, c'est un peu le décor d'Arcade. Mais pourquoi Arcade? Pourquoi aller restaurer le patrimoine et surtout pourquoi envoyer la jeunesse prendre soin de cet héritage-là? Il y a plusieurs intuitions au départ. Il y a surtout 2 ingrédients, une bonne bière et un bon copain. Un bon copain qui était un bon copain à l'époque, mais maintenant il a épousé ma sœur depuis, donc c'est devenu mon beau-frère. Voilà. Mais il est toujours dans le projet, donc il était quand même un peu intéressé par le projet, pas que par ma sœur, même si elle est évidemment très jolie. Voilà, donc un bon copain et une bonne bière. On était étudiants à l'époque. Moi, j'étudiais du droit et de l'histoire. Et j'étais un peu l'étudiant grande gueule qui parle beaucoup le soir avec une bière, qui refait facilement le monde, qui se plaint facilement de ce qui ne va pas en France, qui a plein de bonnes idées, plein de plans pour sauver la France. Mais qui le lendemain matin ne se lève pas, va pas en cours, sèche les cours. Ouais, voilà, le bon étudiant grande gueule, on me le reprochait souvent. Et en parallèle de ça, il y avait une phrase qui me marqué pas mal dans l'évangile. Je n'ai pas la citation exacte, mais c'est à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Et je pense que j'ai beaucoup reçu. Je suis un héritier en quelque sorte assez chanceux. Voilà, j'ai grandi dans une famille avec des parents aimants qui s'aiment, qui nous aiment. Voilà, on est 9 enfants, une famille nombreuse. Bon, j'ai 7 sœurs, ça c'est autre chose, mais on survit. Et voilà, j'ai été éduqué dans la foi, un bel héritage culturel, social. On a pas mal déménagé. Enfin, tout allait très bien. Enfant, adolescent, j'ai énormément reçu. Et je me demandais, voilà, petit à petit, comment je peux aussi transmettre, rendre un peu tout ce qu'on m'a donné. Et avec Augustin, donc c'est cet ami beau-frère, on avait envie de trouver un moyen de se donner entre amis au début. On se disait c'est un peu dommage, on est avec plein de copains qui ont beaucoup reçu et on se plaint de ce qui ne va pas toute l'année et l'été, ça ne nous empêche pas d'aller vivre nos vacances au bord de la plage, au bord d'une piscine, en Bretagne ou je ne sais où. Et moi en Vendée, parce que je suis vendéen. Et ça nous posait un peu question petit à petit de se dire comment en fait on peut agir concrètement et dans le quotidien, à notre porte, dans notre pays, auprès de notre prochain, auprès de nos voisins. Et le patrimoine nous est apparu assez vite comme un bel endroit. On était tous les deux amoureux du patrimoine. Augustin est en études d'architecture, il est architecte désormais. Et donc on voulait, voilà, il y avait rapidement cette intuition d'aller aider à restaurer le patrimoine. On était biberonnés, je pense, aux émissions de Stéphane Bern aussi, etc. Ça, c'était fin 2018. Donc, on avait le patrimoine en tête et de mobiliser des copains, puis un peu plus loin des jeunes, autour du patrimoine. Et je suis parti au Rocher à Grenoble juste après, en service civique. Et ce qui est assez impressionnant, je trouve, au Rocher, donc je pense que vous connaissez assez bien ici, mais c'est une association qui œuvre dans les quartiers populaires, pas mal dans les cités. Et il y a beaucoup de temps gratuit avec les habitants. Au début, c'est très frustrant. On a l'impression de servir à rien, qu'il n'y a aucun impact, aucune efficacité. On va prendre des cafés de rue, on va prendre des cafés chez les habitants de leur appartement. Et en fait, petit à petit, on se rend compte que c'est là où ça porte beaucoup de fruits. On récolte les fruits des volontaires précédents qui ont pris du temps avec les habitants, et on sait qu'on sème pour les prochains. Et on s'est dit assez rapidement avec Augustin, en fait, on ne peut pas aller restaurer le patrimoine, on ne peut pas prendre soin de notre héritage si ce n'est pas la porte ouverte pour aller à la rencontre. En fait, on n'est pas des héritiers matériels. L'héritage, c'est aussi quelque chose qui doit être charnel, qui doit créer un lien. Et c'est ça, on se rend compte de plus en plus avec le patrimoine, c'est que il y a plein d'héritages qui malheureusement se passent mal en famille ou individuellement, etc. L'héritage du patrimoine, c'est un héritage qui peut unifier, c'est l'héritage collectif. C'est un peu ce qui nous permet de nous dire qu'en société, on vit une communauté de destin. C'est qu'on est des gens très différents, des parcours très différents, des destins très différents, mais si on réunit tout ça avec des outils très concrets, très visibles, très sensibles, eh ben on peut continuer à avancer en société. En fait, c'est un corps vivant, une société, et il y a besoin de ces endroits où on se réunit. Et le patrimoine a cette force-là de réunir un maximum de monde. C'est un lieu vraiment qui réunit. Moi, je suis toujours de plus en plus impressionné, on en parlait juste avant. Il y a un tas d'associations locales, de petites associations de défense de la chapelle du coin, l'église du coin, le château du coin. Et dans ces associations-là, il y a tout un tas de gens très différents sociologiquement. Il y a toutes les classes sociales qui sont réunies, vraiment de l'ouvrier au bourgeois. Tout le monde est réuni pour défendre son patrimoine local. Parce que souvent, dans plein de villages, l'église, la fontaine, la halle au marché, c'est la dernière fierté locale. Il n'y a plus de commerce, parfois il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus d'industrie. Et c'est la dernière fierté, et c'est la dernière chose à laquelle les gens peuvent se raccrocher, et c'est le dernier endroit où ils peuvent se retrouver. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de travailler. C'est l'axe qu'on veut suivre avec Arcade, c'est que le patrimoine est un vrai lieu d'unité, c'est un héritage qui réunit, et non pas un héritage qui divise. Et ça, c'est très important à noter.
Une autre intuition, pardon, c'était aussi de se dire avec la jeunesse, notre génération en tout cas, on n'a pas envie de devenir des gardiens de ruines. On avait cette impression que petit à petit la France devenait un immense musée qui prenait la poussière petit à petit. Alors, on visite notre patrimoine, l'histoire s'est arrêtée, c'est magnifique ce que faisaient nos anciens, mais c'est tout. Voilà, on est une génération de gardiens et de plus en plus de gardiens de ruines. Et ça, on n'a pas du tout envie de l'être. On veut continuer à être des bâtisseurs, on veut continuer à écrire l'histoire. Et surtout, on veut apprendre à recevoir cet héritage. Donc d'abord, avant de le transmettre, il faut d'abord savoir être des héritiers et le recevoir. Mais on veut s'en occuper d'une belle manière, l'embellir, le restaurer, le faire vivre. On veut restaurer des lieux qui sont des lieux de patrimoine vivant pour savoir peut-être demain le transmettre si on est appelé à ça. Mais en tout cas, voilà, on veut absolument pas être une génération de gardiens de ruines. On veut des héritiers fiers de ce qu'on reçoit, mais surtout savoir en prendre soin. Et, pardon, j'ai peut-être un peu de temps. Merveilleux. C'était aussi cette... Moi, j'étais assez marqué au Rocher. C'était on est à Grenoble, je ne sais pas si vous vous situez Grenoble, on est entouré par plein de massifs montagneux, c'est assez incroyable. Le massif de Beldon, enfin moi quand je partais le matin pour la louange et la messe, c'est à vélo en hiver, grand ciel bleu, massif de Beldon enneigé. Et donc là, on est en plein dans la cité. Et ce qui est assez marquant, c'est que tous les jeunes avec qui j'étais au quotidien ne vont jamais dans ces montagnes. C'est vraiment à portée de vue et ils n'y vont jamais. Et donc ça, c'est le patrimoine naturel, mais c'est comme le patrimoine bâti de campagne. En fait, on a envie de placer cette jeunesse-là, enfin n'importe quel jeune en France, que ce soit la jeunesse des banlieues, mais même la jeunesse lambda du quotidien, la placer à des endroits fondateurs, formateurs, où elle va recevoir quelque chose. En fait, le patrimoine n'est pas doit pas juste être visible, il doit se sentir, se vivre. C'est pour ça qu'on a la dimension de travaux. On a besoin de recevoir vraiment chacun proprement, individuellement, ce patrimoine bâti. Mais pour ça, il faut placer la jeunesse face à ces châteaux, ces églises, parce qu'elle doit sentir qu'elle est elle-même héritière de ce patrimoine-là. On peut avoir vite l'image du patrimoine, c'est que les châtelains, c'est que les riches, c'est que les nantis, que les bourgeois. Mais non, pour moi, le patrimoine, c'est l'héritage du pauvre. Il appartient vraiment à tous. C'est la belle phrase de Victor Hugo, la beauté des monuments appartient à tous les Français. Et voilà, on est tous fiers de son petit patrimoine local, du patrimoine un peu plus grandiose en France. Et c'est un peu pour ça qu'on dit souvent que c'est important que les églises de village restent ouvertes, c'est que voilà, ça doit rester accessible aux pauvres, aux passants, aux marcheurs, aux pèlerins, à celui qui a besoin de rentrer un instant dans ces lieux qui sont à la fois des lieux architecturaux magnifiques, mais pour beaucoup d'entre eux, des lieux spirituels aussi très forts. Et donc voilà, c'est cette envie de se dire que le patrimoine, si on veut que ce ne soit pas juste un immense musée, il y a besoin d'aller le goûter de la main. Et c'est pour ça qu'on fait ça aussi avec la jeunesse, qui souvent des générations en recherche de sens, dans des travaux, dans des études, derrière un écran. On ne sait pas trop à quoi on sert derrière notre tableur Excel. On est dans une grande chaîne, dans une entreprise. On ne voit pas le fruit de son travail. Et en fait, quand on restaure un mur, quand on remonte un mur, quand on remet un enduit, quand on repose des tuiles, et ben, le travail en 1 heure, on voit le résultat. Et ça fait un bien fou au moral de cette jeunesse qu'on amène sur ces chantiers-là. Donc retrouver voilà, cette joie du travail bien fait, ce goût du travail manuel, de l'effort. Ça permet d'avoir l'héritage du savoir-faire des artisans et ça permet aussi de l'héritage du savoir-être en société, rencontrer nos anciens, rencontrer d'autres jeunes. C'est aussi des lieux de cohésion entre jeunes. Et voilà, moi, je suis parti un peu dans plein de sens, je ne sais pas si c'était très clair comme propos, mais c'est un peu toutes les intuitions et tout ce qu'on vit avec Arcade, mais il y aura d'autres questions, donc on va s'arrêter là. Alors, on va passer à un autre patrimoine, bien français, qui est notre patrimoine gastronomique. Vous êtes tous d'accord? Et donc là, Léonard va nous en parler, et puis du travail sans doute aussi. Oui, donc Léonard Prunier, donc moi je dirige l'entreprise familiale. Alors j'espère que j'ai quelques consommateurs et de préférence beaucoup dans la salle. Si vous voulez des bonnes rillettes ou un bon pâté de campagne médaillé au concours agricole, prenez du Prunier. Il y en a dans tous les bons distributeurs du coin. Donc moi j'ai repris l'entreprise familiale avec mon frère il y a 7 ans maintenant, qui a été fondée par nos arrière-grands-parents, qui étaient des artisans charcutiers. Et puis l'entreprise s'est développée. Je dirais, moi, la figure marquante dans l'entreprise, c'est mon grand-père. Moi, dès que je sortais de l'école, mon goûter, c'était une tranche de jambon au magasin. Et puis j'allais avec mes grands-parents dans les ateliers. Et maintenant, je dirige aussi une fédération, mais je vais revenir dessus parce que le parcours Zaché a été très marquant pour moi dans cette prise de fonction. Alors moi, j'ai fait 2 fois et demi le parcours Zaché déjà, et puis je recommencerai parce que j'ai toujours pas tout compris. Mais je vais vous donner quelques phrases qui me marquent et qui m'aident moi en tant que dirigeant. Alors il y en a une,
C'est choisis un travail que tu aimes et tu ne travailleras aucun jour de ta vie. Alors là, c'est Confucius, donc on s'éloigne un peu, mais j'aime beaucoup ce terme de choisir, et j'y reviendrai. Un texte qui m'a beaucoup marqué, j'ai juste lu un livre qui m'a beaucoup marqué. Le problème, c'est que l'homme sans travail se sent misérable à ses heures de solitude parce qu'il ne gagne pas sa vie. C'est pourquoi il est très important que partout dans le monde, les gouvernants, à travers des ministères compétents, cherchent à favoriser la culture du travail plus que la culture de la générosité. Il est vrai qu'en période de crise, il faut faire appel à la générosité pour sortir de l'urgence, comme pendant la période que nous avons vécue en Argentine en 2001. Mais ensuite, il faut trouver des sources de travail parce que, je ne cesse de le répéter, c'est le travail qui vous donne la dignité. Alors savez-vous de qui c'est, à votre avis? Alors c'est le pape François, mais avant qu'il soit pape. Voilà. Et pour continuer sur le pape François, alors moi j'ai été très marqué par Laudato Si. Alors juste au début, nous pourrons ainsi proposer une écologie qui, dans ses différentes dimensions, incorpore la place spécifique de l'être humain dans ce monde et ses relations avec la réalité qui l'entoure. Et je suis très attaché au terme réalité, moi que je pourrais traduire par le pragmatisme. Donc voilà, et donc moi en 2022, donc j'étais déjà, on est adhérent à l'AFEF, c'est une fédération qui met en relation ce qu'on appelle les PME, TI françaises avec la distribution. Alors principalement la grande distribution, les Carrefour, Système U. Tous mes interlocuteurs sont les dirigeants de ces groupes. Et l'idée, c'est de favoriser le développement des entreprises indépendantes françaises. Ça, j'y tiens énormément. Bon, il y a eu des circonstances qui fait. Moi, j'en étais vice-président, puis le président était malade. Donc, il y a un moment, j'ai dû prendre la suite de manière accélérée. Mais alors, c'est là où le Seigneur est très, très bon. Parce que c'est Cyril et Daphné qui nous avaient demandé de faire partie de leur équipe pour le parcours Zaché. Alors, je ne sais plus, on a dû dire un oui en mai-juin, un truc comme ça, en juin, je crois. Et puis moi, je suis devenu président en fin août. Et là, c'est le comment je vais être partout. Et en fait, ça a été pour moi assez exceptionnel parce que je me suis retrouvé dans cette présidence. Moi, je pensais que c'était pour aider les entreprises à se développer en lien avec les distributeurs. Donc ça, je sais faire. Travailler avec mes clients, ça c'est quand même. J'étais directeur avant commercial d'entreprise, donc ça, je connais. Mais je me suis retrouvé confronté très vite comment on dit, au vote de la loi en France. Alors sur des sujets que économiques. Donc tout de suite, j'ai dû tomber dans le bain du lobbying politique. Donc je suis un lobbyiste, et je l'assume, et j'en suis très fier, pour influencer la loi, pour qu'elle soit favorable au développement de nos entreprises du territoire. Et là, ça me faisait beaucoup de bien, je dirais, et merci Cyril et Daphné, parce que je passais de réunions dans les ministères avec des ministres, des députés ou des sénateurs, à le soir, je rentrais au Mans. C'est l'avantage du Mans, parce que hier, dans le spectacle, j'étais un peu frustré, j'ai oublié de lui dire, parce qu'il a cité Tours, Angers, Nantes, mais au milieu de tout ça, il y a le Mans quand même, qui est une très belle ville de province ou de région, comme vous préférez. Moi, je m'en fiche, mais on y vit très bien. Et là, du coup, je me retrouvais le soir, en plus, c'était souvent le jeudi, nos trucs, à faire à la louange, et puis soit avoir un enseignement, soit ces groupes de partage, pour vraiment travailler le sens, pourquoi je fais ça, quel est le sens. Et moi, je l'assume aujourd'hui, entre guillemets, je suis dans les termes un capitaliste, je suis propriétaire de mon entreprise avec mon frère, qu'on a racheté. Alors c'est pour ça que c'est important d'avoir des notaires, parce que nous, il y a une partie donation, donc j'ai une partie d'héritage, mais j'ai la plus grosse partie, c'est du rachat. Donc on s'est mis en risque pour reprendre cette entreprise et puis la faire fructifier. Et moi, ce qui m'anime, c'est l'emploi. C'est comment je crée de l'emploi et comment j'aide mes collaborateurs, nos collaborateurs, à s'appuyer sur leurs forces, à se développer et être heureux dans ce qu'ils font. Et aujourd'hui, moi je pense, je suis intimement convaincu que dans le travail on s'épanouit. Quand je vois nos collaborateurs qui partent à la retraite, je trouve qu'ils partent un peu tôt quand même, ils sont en pleine forme en plus, mais 61, parce qu'on a la chance, on y travaille, on a des collaborateurs de génération en génération, chez nous aussi, il n'y a pas que les dirigeants. Mais voilà, le travail est une source d'épanouissement et ça, c'est vraiment, moi, mon sujet et c'est pour ça que je tiens au développement de nos entreprises familiales. J'ai été marqué par ce que disait Pierre Michelin. Ça, c'est un de mes dadas dans ma fédération aujourd'hui, c'est qui est l'actionnaire. Et je pense que c'est un sujet de fond, parce que nos entreprises familiales, alors pas toutes, il y a des escrocs, puis des abrutis, des gens partout, et puis on a tous nos limites, et moi le premier, j'en ai beaucoup, énormément, mes collaborateurs le savent.
mais on est inscrit dans un temps long. Moi, ce que je veux, c'est que mon entreprise, c'est mon rêve, hein, passe, comme on dit maintenant chez nous, à la 5G, à la 5e génération, pour qu'elle se perpétue, pour qu'elle continue et qu'elle soit ancrée sur son territoire. Donc c'est vraiment ça, moi, je dirais, les ressources profondes de ce qui m'anime. Merci. Alors, je vais jouer un peu l'avocat du diable. Parce que tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique? Est-ce qu'on doit tout garder? Est-ce qu'il y a des choses à transformer? Quels sont les critères pour discerner sur les choix à faire? Et sur quoi vous appuyez-vous chacun pour cela? Alors, qui commence? On n'a pas déterminé, hein, ça va être un petit instant. Bon, allez, je garde le micro. Allez. Eh bien, faut-il tout garder? Eh ben, je dirais déjà, il faut venir au Forum Zaché. Parce que moi, j'ai été marqué par l'enseignement de Tugdual sur jardiner son héritage. Parce que ça, c'est un vrai... Dans les entreprises familiales, l'avantage, c'est la famille, mais le problème, c'est la famille. Hein, ça dépend des jours. Et la famille peut être un très gros problème. C'est dramatique. On a repris une entreprise avec mon frère il y a 3 ans. En gros, le dirigeant, propriétaire, qui était la 3e génération, avait dit, lui, que son fils était incompétent, donc il a voulu détruire l'entreprise pour que son fils n'hérite de rien. Bon, il est décédé, on a pu racheter l'entreprise et on a réussi, sur 50 emplois, pour l'instant, à en sauver 30. Donc c'est important de jardiner son héritage et de couper certaines branches. Et moi, je n'avais pas encore conscience de ça. Donc je suis très content d'être venu. Parce que c'est, voilà, en fait, on peut pas, c'est important d'être sur ses racines. En plus, bon, je fais de la charcuterie et on s'appelle prunier, hein, donc on est censé quand même être ancré dans la terre, mais de toujours, et nous je le vois, c'est le travail qu'on fait en permanence avec nos équipes, et on a fait tout un travail sur nos valeurs, la mission, notre politique, ce qu'on appelle qualité, hygiène, sécurité, environnement dans l'entreprise, c'est mobiliser toutes nos énergies pour satisfaire nos clients et améliorer notre efficacité interne en étant un acteur au service du bien commun. Donc mais il faut toujours savoir d'où on vient. On ne peut pas aller quelque part sans savoir d'où on vient. Et je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui dans notre société, et notamment, enfin moi je suis sensible à l'actionnariat, parce que quand l'actionnariat est hors sol, l'entreprise devient hors sol à un moment. Ça va de pair. Donc c'est comment travailler son héritage, et puis comment, moi je suis un grand adepte du parcours Zaché. Par exemple, moi, je vais juste prendre un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est la subsidiarité. Moi, je suis très attaché dans l'organisation de l'entreprise. On a mis ce qu'on appelle en place les équipes autonomes de production, les plus compétents pour savoir produire des rillettes. Moi, je ne suis pas charcutier. Hein. Moi, j'ai fait des études de gestion. Ceux qui savent faire des rillettes, ce sont les collaborateurs. C'est mon chef rillette. Moi, je n'ai aucune compétence. Donc, c'est à lui de savoir comment faire. Et donc, c'est lui qui sait comment faire. Moi, mon seul rôle en tant que dirigeant, c'est de lui mettre à disposition les moyens dont il a besoin pour bien faire son travail. Et donc, moi, je suis vraiment dans cette culture de la subsidiarité qui est l'opposé pour moi, de la délégation et de la décentralisation. La délégation et la décentralisation, ça part d'en haut pour redonner du pouvoir au bas, alors que la subsidiarité, ça part du bas et on remonte à l'étage du dessus, ce que ne peut pas faire le bas. Et ça, c'est vraiment moi, un éclairage que j'ai eu notamment dans le parcours Zaché. Et donc moi, en tant que dirigeant, j'ai besoin que nos équipes me disent ce qu'elles ne peuvent pas faire à leur niveau. Et là, on décide ensemble. Mais c'est toujours laisser les choses au plus près du terrain. Et c'est aussi ce qui rend le travail intéressant. Toute personne dans mon entreprise est indispensable. L'entreprise n'existe pas sans chacun de nos collaborateurs. Super. Alors, Amaury, qu'est-ce que vous laissez, vous? Qu'est-ce que vous transformez? Comment vous choisissez? Ouais. C'est une très bonne question sur le patrimoine, parce que c'est souvent le grand sujet, notamment avec les églises de village qui sont menacées, plus beaucoup de moyens, comment les restaure, la pratique religieuse qui baisse, etc. Moi, je ne suis pas du tout dans une position de conservateur. Je pense c'est normal que dans le patrimoine, il y ait du patrimoine qui disparaisse. Enfin, nos anciens se posaient beaucoup moins de questions que nous. Il n'y a rien qu'à voir que les églises, qui sont généralement des accumulations d'églises de différents siècles les unes sur les autres. Et justement, je pense que si on n'est que des conservateurs, on est vraiment dans une position de l'histoire s'arrête, on n'écrit plus rien et on ne va plus de l'avant. Et on meurt à petit feu. Donc je pense que c'est utopique de vouloir tout garder et qu'il faut choisir. Et c'est ce qu'on fait nous avec Arcade. On sélectionne on reçoit plein de candidatures de lieux qui souhaitent qu'on les accompagne, des communes, des associations, des particuliers, etc. On choisit des lieux où il y a un vrai projet de vie pour faire vivre ce patrimoine.
Nos anciens ne construisaient pas des magnifiques abbayes ou châteaux pour juste la beauté du regard. C'était avec une vraie fonction religieuse, de pouvoir économique, social ou autre. Et ça, on veut que le patrimoine, même si on doit parfois trouver des nouveaux outils, nouvelles axes d'utilisation de ces lieux-là, faut que ça reste des lieux vivants, avec sains de restaurer pendant 10 ans pour qu'après ça se recasse la gueule dans la suite. Il faut retrouver, voilà, donc on accompagne des lieux qui ont un vrai projet de vie sur place, et donc il faut sélectionner et choisir les lieux qu'on accompagne. Il y a aussi c'est peut-être utopique et en même temps, c'est le patrimoine, c'est peut-être le dernier. On dit souvent que la transmission est cassée de plus en plus, la transmission familiale, la transmission à l'école, etc. Le patrimoine, c'est un cours d'histoire et de géographie vivant. Visible par tous, en pleine nature, accessible à tous. Et c'est peut-être le dernier cours d'histoire qu'on a à donner à la jeunesse, mais aussi à toute la société. Et donc il y a ce côté, alors oui, c'est utopique, mais il faut en garder un maximum, parce que c'est peut-être la seule trace parfois qui nous lie un peu au passé et du coup sûrement à l'avenir. Et donc il y a ce côté, certes un peu un défi un peu majeur, mais absolument nécessaire. Et je pense que c'est l'intuition de plein de maires qui ne sont pas forcément croyants. C'est assez impressionnant, même le nombre de maires de gauche qui s'occupent plus de leur église que de maires de droite. Il y a un super rapport qui est sorti par 2 sénateurs en 2022 sur les églises en France, et un des 2 sénateurs est communiste, et les conclusions du rapport sont assez édifiantes, et on peut être un peu étonné de la part d'un sénateur communiste. Et c'est justement, ils ont, je pense, conscience de ce côté communauté de destin du patrimoine et ciment entre les citoyens. Et c'est parce que il faut voir aussi le patrimoine non pas juste comme une belle cause, c'est beau, on a envie de restaurer des vieilles pierres et des beaux bâtiments, mais le voir plutôt comme un prétexte pour tout un tas de choses. C'est le cas on aide à restaurer une ancienne église 12e dans les monts du Bugey, dans le département de l'Ain, à 1 heure de Lyon. Et c'est le petit village de Saint-Alban, 180 habitants, vraiment le petit village avec une rue principale dans le village. Et il y a l'ancienne église du village qui avait été détruite au XIXe siècle pour en construire une dans le village, qui est sur un éperon rocheux à 1 kilomètre du village. Et depuis 10 ans, les habitants restaurent petit à petit leurs églises. Alors certes, il y a le projet de restaurer un monument, mais en fait, ça fait vivre le village. C'est un village avec une unité assez incroyable. C'est un peu le village d'autrefois. Ils ont une fête par saison où ils font venir toute la région pour lever des fonds pour la restauration de l'église. Et du coup, ça crée un lien entre les habitants. Nos volontaires, quand ils arrivent sur place, ils dorment dans la mairie, ils prennent leur douche chez l'habitant, ils travaillent avec les habitants, ils passent leur soir avec eux, à coups de cerdon. C'est un petit vin pétillant qui se fait dans le coin, très sympa l'été, à boire avec modération, évidemment, on est obligé de le dire, avec des rillettes, pardon. Voilà. J'aurai une promo, ouais. Et ouais, donc c'est souvent un prétexte, c'est aussi un prétexte, nous, pour la jeunesse. En fait, il faut redonner du grandiose à la jeunesse. On dit souvent que c'est le temps de la fête, de la joie, les écrans et tout, la fête, le plaisir. Non, en fait, on a besoin de plus grand. Et les jeunes d'aujourd'hui ont encore besoin d'aussi grand. Il n'y a pas que les jeunes cathos, les jeunes scouts ou je ne sais pas quoi qui ont besoin de mythes, d'idéal. Je pense que n'importe quel jeune a besoin, il y a peut-être juste un peu de poussière à enlever dans son cœur, dans ses tripes, mais a besoin qu'on le pousse à se donner pour quelque chose qui le dépasse, de transcendant. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Claudel qui dit « Ne croyez pas ceux qui vous disent que la jeunesse est faite pour s'amuser. La jeunesse n'est point faite pour le plaisir, elle est faite pour l'héroïsme. » Et en fait, c'est très vrai. Ça n'empêche pas, alors sur les chantiers arcades, on sait faire la fête, on sait goûter les spécialités locales, mais il y a une seule règle, c'est le lendemain matin, on est debout à l'heure sur le chantier. Et en fait, les jeunes ont besoin de ça. Il y a une autodiscipline qui se met en place, plus les soirs avancent, plus la semaine avance, plus ils se couchent tôt, parce qu'ils se rendent compte que ça fatigue les travaux, mais ils ont envie d'aller plus loin. Et il y a besoin de redonner des endroits où la jeunesse peut se donner concrètement, simplement, et sans partir à l'autre bout du monde. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin parfois de partir en humanitaire, se donner loin personnellement, ou c'est un moment de notre vie, on a besoin de partir loin, de se donner. Mais il faut retrouver des lieux de dons du quotidien, à proximité. Et le patrimoine, pour moi, est un lieu idéal parce qu'il y en a partout en France. On peut y aller quelques jours, une semaine, un week-end, se donner simplement et en ressortir grandi. Et enfin, c'est cette envie aussi de se dire, sans aller sur un aspect politique, mais on est une génération qui a beaucoup grandi avec le leitmotiv du vivre ensemble, sans trop comprendre comment on devait vraiment le vivre. C'était très, très théorique. Avec Arcade, on propose l'agir ensemble. C'est de se dire que la jeunesse a besoin de trouver des lieux d'action commune, des lieux où elle se donne en commun, des lieux où elle apprend à se connaître, qui ne soient pas juste le bar, juste la boîte ou juste Insta ou TikTok. Et elle a besoin d'un lieu concret où elle va agir ensemble, mettre la main à la pâte. Et en fait, des jeunes très différents qui arrivent sur un lieu comme un chantier de restauration du patrimoine,
Alors la première soirée, quand les gens arrivent le dimanche soir, ça peut être un peu gênant, tout le monde est un peu timide. Mais en fait, dès le lundi matin, quand ils vont remonter le mur avec un maçon du coin, et ben en fait, dès le premier déjeuner, il y a quelque chose, ils ont construit quelque chose ensemble. Et ce patrimoine a cette force-là de donner ça simplement. Il y a juste à placer des jeunes, vivre auprès ne serait-ce qu'une semaine auprès d'un château 18e, auprès d'une abbaye 12e, pour qu'en fait, les vieilles pierres transpirent quelque chose, se donner auprès de ces vieilles pierres apporte quelque chose, et en sort quelque chose d'assez fascinant. Donc, ce n'était pas trop la réponse à la question, mais certes, c'est utopique, mais la jeunesse a besoin, je pense, d'utopie. Et c'est enfin, pardon, je finirai juste, c'est Stéphane Bern, parce qu'il faut quand même citer Stéphane Bern dans le patrimoine, qui parle de... c'est pas du tout Stéphane Bern, c'est Gustave Thibon, rien à voir. Rien à voir, parce qu'en fait, j'ai un peu travaillé les deux bouquins, qui dit que l'idéal, c'est quelque chose qu'on ne doit pas atteindre, mais quelque chose vers quoi on doit tendre. Et il faut, le patrimoine, c'est beaucoup trop lourd à porter. Tout le patrimoine qu'on reçoit depuis des siècles, c'est énorme, on ne pourra pas tout restaurer. Mais voilà, c'est quand même un idéal vers lequel on doit tendre. Et chaque bout de patrimoine mérite ne serait-ce qu'un coup de pinceau. Voilà. Alors, Montfermeil, maintenant, c'est un autre patrimoine. Oui, c'est un autre patrimoine. Alors, je vais être plus prosaïque. Le moment de la préparation du budget annuel, c'est un acte important puisqu'on prévoit dans le détail toutes les dépenses à venir sur un an. Je regarde assez peu les chiffres et assez peu les tableaux Excel de mes services. Je commence par demander à mes cadres et aux agents communaux quels sont les signaux faibles que vous détectez, qu'est-ce que disent les gens, comment vivent-ils telle ou telle situation. Racontez-moi ce que vous disent les parents, ce que vous disent les enfants, ce que vous voyez poindre, ce que vous pressentez, ce que vous ressentez, etc. À partir de là, ça permet d'actualiser une action qui était sans doute conforme aux enjeux des années antérieures, mais qui, à un moment donné, doit s'infléchir. Acte 1. Acte 2, souvent je dis à mes collaborateurs, j'aime bien cette phrase de l'écriture, sans cesse de l'ancien tiré du neuf. Donc les problèmes, c'est à peu près toujours les mêmes, les enjeux sont toujours les mêmes, mais la manière dont ils se révèlent à nous évolue, et donc il faut savoir évoluer, me semble-t-il, dans la réponse que l'on est amené à faire. Et après, je leur dis, tout est possible, mais je leur prends l'exemple de la barre de la danseuse. Vous me faites toutes les acrobaties que vous voulez, mais je vous demande une seule chose, vous restez accroché à la barre. Alors vous pouvez me faire du rap, du machin, du truc, du bidule, toutes sortes de danses possibles et imaginables, et Dieu sait si dans les banlieues on sait en inventer, mais vous gardez la barre. Alors la barre, qu'est-ce que c'est? C'est un certain nombre de principes, alors je l'avais marqué, subsidiarité, dignité de la personne, épanouissement, participation, solidarité, etc. Voilà. Donc à cette condition-là, on peut tout inventer, mais il y a des fondamentaux dont on ne peut pas s'éloigner. Et c'est comme ça qu'on essaye de faire notre budget, nos actions, et de faire évoluer, je dirais, toutes les actions, notamment culturelles, puisque je tiens la culture pour être la clé de voûte des 40 métiers qu'un maire peut exercer sur sa commune. Alors, on va passer à un temps de questions, parce que vous avez sûrement beaucoup de questions les uns et les autres par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Mais juste avant, juste un mot de la part de chacun pour dire, si vous aviez un message à nous faire passer, là, qu'est-ce que vous nous diriez chacun? Ils ont à peu près. Alors moi, j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors, une première, c'est si vous voulez changer le monde, travaillez dans une PME TI indépendante. Donc, quand vous êtes proche des dirigeants, vous pouvez changer le monde et vous pouvez changer les choix de l'entreprise. Il y a, moi, je vous invite à méditer la parabole des talents, en Matthieu 25, 14, 30. Celui qui a 5 talents, vu qu'il a travaillé, on lui redonne 5. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est celui qui n'en avait qu'un, il l'a enterré, il n'a rien fait. Alors, j'ai pas repris la session d'exemple, mais il est dit à la fin, enlevez-lui son talent. Donc, il n'a rien, mais on lui enlève même tout ce qu'il a. Donc, c'est vraiment, moi, ça m'a vraiment, je dirais, renforcé. J'ai reçu des talents, ça c'est clair. Alors, je ne sais pas si j'en ai 5, 3 ou 1, peu importe. Mais en tout cas, j'ai une responsabilité de les faire fructifier. Donc, nous avons tous la responsabilité de faire fructifier nos talents. Un point clé, je parlais de subsidiarité, dans Zaché, on parle d'autorité juste, on parle de plein de choses. Mais l'importance des relations humaines. Dans une entreprise, ce n'est pas Teams qui travaille, ce n'est pas Teams qui fait avancer les projets ou tous les outils informatiques qui sont très utiles, mais c'est les relations les uns avec les autres et ne perdons jamais de vue que l'essentiel est dans la relation humaine. Et puis, la phrase que je voulais citer en début, c'est important d'être au clair sur les choix.
nos choix sont souvent sous contrainte. Je me souviens de discussions familiales sur changer quelque chose ou pas. Ouais, mais j'ai pas le choix. Non, on a toujours le choix. Par contre, parfois, il est sous contrainte. Donc, c'est entrer, et je dirais, dans le choix qui nous est proposé. Et ça veut dire aussi, et c'est important, de discerner ce que veut le Seigneur pour nous et d'y adhérer. La vraie liberté qu'on a tous, elle est là. C'est pas la liberté du monde qui est fais ce que je veux, quand je veux. C'est que veut Dieu pour moi et comment j'y rentre et comment j'y adhère, même si ça me fait mal. Et donc c'est vraiment important. Et je dirais donc il y a les choix évidemment spirituels de vie, mais dans la relation au travail, c'est important d'être au clair. Oui, je choisis d'être dans ces entreprises. Alors peut-être que c'est pas mon idéal, c'est pas. Mais aujourd'hui, c'est pas sous contrainte que. C'est pas que j'ai pas le choix, c'est j'y vais. Bon, même si j'ai envie de changer, mais je travaille en ayant choisi de rester pour l'instant, même si demain je peux espérer autre chose. Voilà ce que je vous invite vraiment tous, ce que je nous invite. Moi aussi, je suis en perpétuelle évolution. Et puis, un petit livre que je peux vous conseiller, moi, qui m'a beaucoup aidé, alors, je crois qu'il est là, mais c'est Le travail invisible, de Pierre-Yves Gomez, le bien nommé, mais qui m'a vraiment beaucoup aidé à réfléchir sur tout ce qui est aussi le travail invisible, et notamment non salarié. Il n'y a pas que les relations salariées dans le travail, il y a vraiment tout ce qui est autour. Voilà ce que je peux vous laisser comme héritage. Amaury. Moi, je dirais qu'il faut qu'on soit une société qui retrouve une certaine posture d'humilité face à son héritage commun. On est une société, je pense, très orgueilleuse, qui est très matérialiste, qui est très dans le progrès, l'avant, l'individualisme, qui veut faire tout seul, qui veut dépendre de rien, surtout pas de ses anciens, surtout pas des siècles passés, surtout pas de Dieu. Et qu'il faut vraiment qu'on soit dans une posture d'humilité. Le patrimoine nous oblige à ça. Cet aspect tellement faramineux du patrimoine, ces couches un peu qui sont déposées les unes après les autres dans toutes nos campagnes, dans toutes nos villes, sur tous nos paysages. Et je pense qu'il faut retrouver cette posture d'humilité. Oui, on doit apprendre à aller vers ces lieux d'héritage, à recevoir, à se laisser transformer, à prendre le temps d'apprendre ces techniques de restauration, mais aussi juste ces cours d'histoire, ces cours d'architecture. Donc une posture d'humilité, une posture de devoir aussi, face à l'héritage qu'on soit de nos anciens, à tous ces petits patrimoines vernaculaires, ces petits murs en pierre sèche, ces petites fontaines, ces calvaires, mais aussi ce patrimoine un peu plus imposant. Donc voilà, une posture d'humilité, une posture de devoir, pour se demander si à la fin, est-ce qu'on sera la génération qui n'aura pas su transmettre, qui n'aura pas su recevoir puis transmettre? Est-ce qu'on sera la génération où vraiment toute transmission sera cassée et qu'on n'aura pas su... on est tous le fruit d'une civilisation, d'une culture. On n'est pas là tous là par hasard, même si il n'y a pas besoin d'être châtelain, il n'y a pas besoin d'avoir une propriété. En fait, n'importe qui habitant sur le sol de France est cet héritier de tout ce patrimoine-là. Et donc on a tous en responsabilité, c'est un peu nul cette formule, mais on a tous un devoir face à cet héritage-là. Donc je dirais une posture d'humilité et de devoir face à notre patrimoine. Écoutez, je ne me sens pas très autorisé à répondre à cette question-là. Je voudrais juste vous faire un cadeau. Je vais vous donner la maxime que j'avais gravée sur mon sac de marin. J'ai été pendant 10 ans marin et je l'ai trouvé dans le livre de Pierre Schondorfer, Le Crabe-Tambour. Très beau film et très beau livre. Et voilà, je vous le donne parce que c'est ce qui... je suis tenté d'en faire ma maxime à moi. Ce que j'ai donné, je l'ai. Ce que j'ai dépensé, je l'ai eu. Ce que j'ai gardé, je l'ai perdu. Merci. Voilà, comme Pâquerette vient de le dire, on va passer à un temps de questions. Donc, toujours les mêmes consignes pour qu'on ait un maximum de questions avec tout le monde. N'hésitez pas à faire des questions assez courtes, voilà, de façon à ce qu'on puisse y répondre. Aussi, si vous avez une question particulière à l'un ou l'autre des intervenants, dites-le, comme ça on saura. Et puis si c'est aux trois, on les interrogera tous les trois. Alors, il faut aller jusque là-haut. Alors ça, c'est pas simple. Ah non. Ah, vas-y, Dominique, je répète. Une question pour Amaury. Oui, donc très local, très localisé, du patrimoine. Est-ce qu'il a été contacté par nos instances communes nationales pour amener le maximum de jeunes sur ce genre de chantier, notamment par le service universel?
Tu as entendu, Amaury? Oui. Merci pour la question. Non, pas encore. Donc, si vous avez des contacts, avec plaisir. Non, on a que 5 ans d'existence, donc on est encore un peu jeune. Et on aime bien chez Arcade bien faire ce qu'on fait. Et du coup, on est un peu dans la politique du petit pas. Et on a plein d'ambitions. Mais voilà, on veut bien structurer pour être prêt à recevoir, si demain on doit recevoir plus de jeunes, bien les recevoir pour que ce soit des réussites sur place et une vraie transmission. Mais oui, c'est l'objectif d'aller vraiment dans ce cap-là, que n'importe quel jeune, en fait, c'est pas besoin d'être catho ou de connaître un peu les campagnes pour venir, mais n'importe quel jeune puisse venir donc, par le biais de communes ou d'associations, peut-être des maires ou le SNU, j'en sais rien. Ça pourrait être une solution demain. En tout cas, je pense que les chantiers participatifs, que ce soit avec Arcade ou pas, en tout cas les chantiers manuels, que ce soit avec le patrimoine ou dans la culture, dans plein d'autres arts, peuvent être des vraies solutions. On parle de peut-être faire revenir le service militaire, mais bon, il y a plein de questions quand même compliquées avec ça, et c'est pas la solution sur plein de choses. Il y a besoin voilà, de retrouver en tout cas des lieux de cohésion de la jeunesse, et je pense que les chantiers de patrimoine ou tout ce qui peut être dans la culture est une réponse. J'ai une question pour Monsieur Lemoine. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais savoir, vous qui êtes sur le terrain, comment vous avez accueilli le rapport sur les frères musulmans et sur l'islamisme politique qui est sorti récemment, et savoir aussi comment les différentes populations de Montfermeil avaient pu accueillir ce rapport. Je pense qu'il y a des sujets qui doivent être documentés par la puissance publique, mais qui doivent être présentés avec beaucoup de prudence, au sens vertu de ce mot-là. Et qu'il y a des personnes qui sont très habiles pour faire des amalgames à partir de choses très savantes, très documentées, mais dont il faut lire l'intégralité pour bien cerner toutes les nuances et ne pas amalgamer. D'autre part, pour ceux qui sont les plus hostiles à notre société, je dirais, il y a des moyens pour les combattre, diverses et variés. Ça appartient aux responsabilités de l'État, mais est-ce que ça intéresse tout le monde? Il y a des fois un minimum de discrétion à avoir. Donc c'est très difficile à manier, et c'est fluctuant de surcroît en fonction des circonstances internationales, en fonction des circonstances nationales dans lesquelles les choses se passent. Et je pense qu'on aurait intérêt à s'appuyer davantage sur le local, parce que, je dirais, la difficulté lorsqu'on s'adresse à des populations de culture, surtout de confession musulmane, on ne sait jamais si on a affaire au je et à la personne, ou si on a affaire à un moment au nous, parce que la communauté reprendra l'ascendance sur la personne. Bon. Et que je préfère ce contact, je dirais, quotidien, recommandé par ailleurs par Charles de Foucault, avec ces personnes-là, que de penser que dans ma ville, j'ai ceci, j'ai cela. Je sais ce que j'ai, je sais les tiraillements qui peuvent être ceux de ces personnes, je sais la part de responsabilité que l'on peut avoir, je sais ce que des événements internationaux peuvent également avoir comme influence, et comment on fait avec tout ça plutôt que de s'envoyer à travers des médias des choses... bon, voilà. Alors, c'est peut-être facile à dire vu de mon balcon, mais je me tiens très à l'écart de ça pour justement garder ce contact fin et confiant avec le maximum de personnes. Je sais par ailleurs à quoi m'en tenir, je sais ce que je dois faire par ailleurs, mais je n'ai pas à le dire sur tous les tons et sur tous les toits. Voilà. Et éviter les amalgames, parce que là, je dirais là, alors je vais un peu plus loin. Alors je vais sur un terrain politique, je ne demande pas ce qu'on soit d'accord avec moi, mais c'est ce que j'ai observé quand même. Éric Zemmour, journaliste et polémiste, on était d'accord ou pas d'accord avec lui, tout le monde s'en fichait chez nous, dans nos quartiers. D'accord, pas d'accord. Zemmour, candidat, crédité d'un score qui pouvait lui donner de l'influence, j'ai toutes mes petites beurettes, mini-jupes décolletées pour situer je dirais, le degré d'intégration, le degré d'émancipation, de liberté de ces personnes. Me disait, monsieur le maire, de toute manière, on ne sera jamais assez française pour lui.
Il a fait deux choses, Zemmour, en étant candidat. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Il a reconstitué la Houma politique. C'est Mélenchon qui a récupéré le truc. Il a fait le score de Mélenchon. Voilà. Et derrière, vous avez Gaza, et vous avez les européennes, et vous avez les dernières législatives. Bon, voilà. Et avec Gaza, là, on a un marqueur politique que l'on a des années à devoir se traîner et à devoir traiter, parce que là, c'est irrémissible. Vous l'avez dit, ça fait 4 mandats que je passe 60% au premier tour. Je me suis présenté aux législatives lors de la dissolution. J'ai fait 20% sur ma ville. Le mercredi, sur le marché des Bosquets, tout le monde, les papas, les mamans, les jeunes, garçons comme ma fille, Monsieur le maire, comment allez-vous? Comment va Béatrice, les enfants, les petits-enfants? Et j'ai même dit à mes collaborateurs, marrant, j'ai l'impression de vivre une municipale. Ça, c'était mercredi midi. Dimanche soir, le quartier avait fait 85% pour Mélenchon, la ville 65% pour Mélenchon. Décorrélation totale entre l'estime, l'affection, etc. qu'on peut avoir pour son maire, alors qu'il y a quelque chose de politique qui est gravé dans leur cœur, très profondément. Et je suis allé en février 2024, voir 3 fois le préfet de la Seine-Saint-Denis et lui dire, Monsieur le préfet, les médias relatent les manifestations place de la Bastille et place de la République. Parfait. Mais regardez dans vos chefs de bureau, regardez parmi vos collaboratrices qui sont de culture ou de confession musulmane, le ressentiment intérieur qui ne s'exprime pas. Et je me suis aperçu en parlant de Gaza à mes cadres, et qui les larmes aux yeux me disaient, Monsieur le maire, merci de nous en parler. Nous n'osons pas en parler pour ne pas apparaître antisémite. Et là, il y a une blessure, il y a une fracture, et elle est très profonde. Donc ces sujets-là, tout à fait importants, vitaux pour notre pays, mais à traiter, me semble-t-il, avec de grandes précautions. Une autre question? Cyril, tu en as quelqu'un ici? Merci. Question pour Léonard. Merci beaucoup pour votre intervention sur l'entreprise familiale. J'ai une question concernant donc ce qui relève de la tradition, de l'héritage, de ce que vous allez maintenir, et puis de ce que vous avez dit sur la nouveauté, le perpétuel changement. Est-ce que vous pouvez préciser un peu dans cette entreprise de 40 personnes, si j'ai bien compris, comment vous voyez les nouveautés, comment vous voyez évoluer la façon de travailler, la façon de s'organiser, le projet d'entreprise? Merci. Alors, on est 200 dans l'entreprise. En fait, une entreprise, alors je vais faire un peu de politique. Il y a eu un slogan présidentiel. Le slogan, c'était « Le changement, c'est maintenant ». Alors moi, je disais à mes équipes, en fait, le changement, c'est permanent. Contrairement à ce qu'on... une entreprise, elle bouge en permanence. Notre organisation d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 5 ans. On investit énormément. On voit le développement de la consommation. Enfin, je vais prendre un exemple, les rillettes. Si je fabriquais les rillettes avec la recette de mon grand-père d'il y a 50 ans, personne n'en mangerait. Elles seraient beaucoup trop grasses, beaucoup trop salées. Mais pourquoi elles étaient grasses et salées? C'est qu'on n'avait pas les chaînes du froid pour transporter les produits. Donc on a énormément évolué. Donc en fait, les recettes évoluent en permanence, les habitudes de consommation évoluent, et nous on le voit, avant on était un spécialiste, on est toujours un spécialiste des produits 4-5 kilos, parce que notre métier de base c'est le rayon coupe et c'est surtout les artisans bouchers charcutiers. On vend à des grossistes qui revendent aux artisans bouchers charcutiers. Mais en grande distribution, moi je vois que mes conditionnements, et ça me désole, mais c'est le consommateur qui choisit aussi, on fait toujours des tranches de 180 grammes, on a lancé des 2 fois 50 grammes, ça se vend énormément, parce que ça correspond à une attente en termes de prix, ça correspond à une attente en termes de gaspillage, et puis les foyers ont diminué. Aujourd'hui, je crois que c'est 2, je sais plus combien, le foyer moyen en France. Donc on est obligé, on doit changer, on évolue en permanence, mais souvent on s'en rend même pas compte. Et le monde économique, et je dirais, pour moi, c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui motive, c'est qu'on bouge, on s'adapte. Vos attentes, nos attentes à tous, dans 5 ans ne seront pas celles d'aujourd'hui. Donc il faut bouger, et c'est ce qui est vivant. Une entreprise, pour moi, une entreprise en mouvement est une entreprise vivante. Alors après, parfois, on peut faire des mauvais choix. Faut vite rétablir le bon axe. Mais voilà, je dirais que c'est en perpétuelle évolution. Et par contre, pour prendre les décisions,
Et nous, on a fait tout un travail. Hein. On l'assume complètement. Nous, on fait de la charcuterie avec du cochon, hein, notamment, puis de la volaille, mais on a du cochon que du français. On ne fera jamais de produits, que ce soit halal, kasher, vegan. Ce n'est pas nos clients. Il faut accepter. Voilà, nous, ce qu'on sait faire, c'est de la charcuterie traditionnelle. Donc, quand on prend des décisions, on doit les prendre à l'aune de ces axes que l'on a pris. Voilà. Mais une entreprise bouge en permanence. Je ne sais pas si je suis clair. Mais... Alors, j'aurais une question pour Xavier Lemoine. On a pu entendre vos convictions et votre acharnement pour défendre votre idée du vivre ensemble dans votre ville. Et j'aurais voulu savoir si, depuis 20 ans, quel résultat au bout du compte cela a donné. Est-ce qu'il y a une adhésion de la population de votre ville et un essaimage dans les villes autour de Montfermeil, limitrophes de Montfermeil? Je l'ai posé à peu près la même question, peut-être plus précisément avec la question d'Espérance banlieue. Quel est finalement le fruit après toutes ces années? D'accord. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé rapidement des politiques culturelles et éducatives, mais je vais remettre d'abord la priorité. La priorité, c'est de redonner dignité et fierté à toutes nos populations par la qualité de l'urbanisme, de l'architecture et de l'espace public. 3 échelles très différentes mais complémentaires et qui doivent marcher ensemble. Tant que vous n'avez pas redonné dignité et fierté à la population de cette manière-là, tout ce que vous pouvez entreprendre sur le plan éducatif et culturel est vain et ne produit pas d'effet. Donc l'urbanisme, enfin ces 3 échelles préalables à tout, suffisant en rien. Acte 1. Acte 2, culture, éducation. En termes de résultats, je reviendrai sur l'éducation après. En termes de résultats, il y a à peu près 15-20 ans, j'avais, alors ceux qui ont vu le film de Lajli, Les Misérables, ceux qui l'ont vu, c'était Montfermeil il y a 15 ans. Et voilà, c'était les images, c'est ce qui s'y vivait. Il y a quelques trucs, même le lionceau, c'était vrai. Ils ont été piqués un lionceau dans un cirque, tout ça c'est vrai. Bon. J'avais 225 voitures brûlées par an, 100 vols à l'arraché par an. Aujourd'hui, je dois avoir une dizaine de voitures de brûlées par an et une dizaine de vols à l'arraché. Nous étions dans le dernier tiers de la Seine-Saint-Denis en termes de niveau scolaire. Nous sommes dans le premier quart de la Seine-Saint-Denis. La délinquance ne cessait de rajeunir. Aujourd'hui, je n'ai plus de jeunes qui font carrière dans la délinquance. Ils y passent un moment et on les en sort assez vite. Après, la délinquance plus sérieuse, ce sont des adultes, ce sont des trafics, c'est autre chose, c'est une délinquance économique, mais pas moins la délinquance, je dirais, d'appropriation, de dégradation, etc. Je n'ai quasiment plus de tags sur ma commune. Voilà. Alors qu'avant, c'était... bon. Donc ça, première chose. Alors, sur Espérance banlieue, donc les 3 raisons, les bouffons, les agités et cette rupture du lien de confiance avec des familles de culture de confession musulmane avec l'éducation nationale, et l'école a duré 8 ans. Alors, je vais raconter un songe ou un rêve, appelez ça comme vous voulez. Alors, je vous le fais à peu près. J'étais donc en train de dormir, tout content d'avoir 150 gamins au cours Alexandre Dumas. Et tout d'un coup, j'entends une voix, alors je ne sais pas si c'était Dieu le Père ou autre chose. Tu peux être content, Xavier, mais que fais-tu tes 3300 enfants qui tous les matins vont dans les écoles? Et je réponds, écoutez, vous savez bien, je suis là pour chauffer les classes et les peindre, mais je ne suis pas là pour m'occuper de ce qui se passe dedans. C'est de l'ingérence, ce serait de l'ingérence vis-à-vis de l'éducation nationale. Ah bon, tu crois ça, mon ami, etc. Et le lendemain, je me réveille avec ça, je me dis, bon sang, oui, d'accord. Parfait, Espérance banlieue, 150 gamins, génial, enfin, avec des beaux parcours de vie, etc. C'est splendide. Et je n'en regrette absolument rien, bien au contraire. Et je continue à faire la promotion de cela. Et j'ai repris toutes les politiques éducatives de la ville, de la naissance, de la crèche, de la PMI, jusqu'à la mission locale, jusqu'à 25 ans, avec l'éducation nationale, la caisse d'allocation familiale, les associations culturelles, sportives, machin, patin couffin, etc., en replaçant les parents comme premiers éducateurs, en venant à leur secours dès lors qu'ils avaient des difficultés, parce qu'on a tous des difficultés à un moment dans l'éducation de nos enfants, et avec, je dirais, par tranche d'âge de 3 ans, qu'est-ce qu'on a en droit d'exiger à minima comme exigence, comme comportement, comme respect, comme ceci, et qu'est-ce qu'on doit apporter également, tranche d'âge par tranche d'âge. Bon. Et eh bien, je vous ai dit les résultats scolaires. Les familles qui, je dirais, avaient quitté l'éducation nationale, avaient scolarisé dans les appartements, sont revenus au cours Alexandre Dumas et ensuite sont repartis dans l'école publique. Et le lien de confiance a été restauré. Et donc, finalement, ça a été extrêmement bénéfique
ça a été un aiguillon fantastique pour réaligner toutes nos politiques éducatives avec des projets de service qui vont très loin, et on va sur des questions de fond anthropologiques, etc., sur la laïcité, sur les religions, sur le respect du corps, sur le respect des consciences, etc. Enfin, et les parents se sentent en confiance, nous font confiance, et on a un très beau tissu partenarial. Voilà. Et tout ça, ça a été le fruit de Espérance banlieue, quand bien même, puisque c'était une commande publique municipale, alors que partout ailleurs, il y a une association de personnes qui ont les moyens, je dirais, de défiscaliser suffisamment d'argent pour apporter une partie de la contribution budgétaire à l'école, la fondation apportant le complément. Montfermeil, on pesait entièrement sur la fondation, et donc ce n'était pas viable non plus. Et j'avais de moins en moins d'enfants de Montfermeil, puisqu'ils avaient tous réintégré l'école publique. Ils venaient de plus en plus des communes avoisinantes. J'aime bien mes collègues, mais voilà. Et puis le Covid, bon, tout ça, c'était on l'a fait d'un commun accord, et derrière l'a lancé, et on reste dans cette inspiration. Et j'ai un jeune qui s'occupe, je dirais, de faire vivre ce programme éducatif, et je lui dis, tu vas voir la pédagogie de Don Bosco, tu vas voir Espérance Ruralité, tu vas voir Espérance Banlieue, tu vas voir telle autre association qui ont des choses intéressantes, et puis voilà, et on continue de se nourrir d'autres expériences au regard justement des signaux faibles que l'on peut détecter, et de trouver les solutions qu'il faut. Par exemple, on a formé tous nos personnels de crèche sont formés à la méthode Montessori. Ce qui nous permet de détecter très tôt les difficultés cognitives des gamins et d'y remédier très tôt, et en tout cas d'en informer les parents et de voir comment on peut les accompagner. Et c'est plus simple d'y remédier très tôt que d'attendre à la maternelle ou au CP de détecter un certain nombre de difficultés, etc. etc. Bon, bref, je serai intarissable. Je fais 2 conférences bientôt là-dessus, mais ce n'est pas le moment. Voilà. Pour toi, Alexis, comment tu réussis à rendre... Amaury, pardon, Gomard. Comment tu réussis à rendre les chantiers attractifs et ouverts, c'est-à-dire des lieux de rencontre et de mélange multiculturel, multireligieux et multiclasse sociale? Alors, il y a 2 choses. Il y a pour les jeunes qu'on fait venir et sur place en direct. Sur place en direct, ça se fait assez simplement en fait avec le porteur de projet local, le gestionnaire de lieu qui nous accueille. Donc quand c'est une commune, quand c'est une association locale, il y a déjà un peu ce vivier de bénévoles présents ou d'élus qui permettent ce lien entre les habitants et nos volontaires. Et j'en profite pour une digression, mais ça permet aussi de voir la réalité de ce que sont nos campagnes, les villages, et permettent aussi aux jeunes qui sont plutôt citadins de voir qu'il n'y a pas, on a souvent l'image peut-être encore champêtre de nos villages, mais qu'elle n'existe plus. Les gens, comme dans les villes, dans les villages, ne parlent plus forcément. Et je trouve ça important que les jeunes aient une vraie vision de ce qu'est la société aujourd'hui partout. Il y a quand même un tiers des Français qui vivent à la campagne, et de voir ce qu'est la réalité des campagnes, même quand c'est pas drôle. Là, on a un chantier en ce moment à Théroule-de-Ville, en Seine-Maritime, pour restaurer le mur du cimetière qui entoure le village. Il y a un groupe de 5 jeunes qui va y passer 3 semaines, et il y a une grosse dimension de lien social. La maire veut vraiment qu'il y ait un travail, faire parler les anciens sur le village. Bon, voilà, la chef du groupe m'a appelé au bout de 2 jours. C'est un peu, elle sent que c'est compliqué d'aller au contact des habitants, surtout si ça vient de la mairie. Enfin, il y a toujours les divisions locales. Donc, c'est aussi important de voir cette réalité-là. Et pour le mélange avec les jeunes, ça, c'est un travail un peu de longue haleine, et on est un peu qu'au début pour faire venir tout type de jeunes. En fait, comme on leur propose quelque chose de très simple, qui est juste des travaux manuels et des actions de lien social, l'asso n'est pas confessionnel, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en bâtiment pour venir. Donc, n'importe quel jeune peut venir. Il faut juste que tous les jeunes soient au courant que ça existe. Et ça, c'est plutôt un travail de prospection qui n'en est qu'au début. On va de plus en plus dans des écoles pour en parler. Les réseaux sociaux font quand même du bon travail. Le bouche à oreille aussi pas mal. Mais on y travaille encore pas mal. Mais on n'est pas du tout encore sur de la réinsertion ou j'espère faire venir des jeunes du Rocher bientôt. Mais on a aussi la cible aussi principale d'Arcade, en tout cas en ce moment, c'est le jeune lambda qui est bien inséré dans le système, qui fait des études, qui a un job plutôt urbain, qui a fait une école d'ingé, l'université, du droit, une école de commerce, médecine ou je ne sais quoi, mais qui a aussi besoin
qu'on vienne un peu le sortir de son canapé, le secouer, qui a besoin aussi de faire des belles de nouer de belles amitiés. On a de plus en plus cet axe aussi de vouloir lutter contre la solitude qui touche, on parle beaucoup de nos anciens, mais qui touche aussi de plus en plus la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui se sentent très seuls en ville, et voilà, de leur donner des lieux où ils peuvent nouer ces amitiés-là. Voilà, donc on est encore au début de ce travail-là de prospection pour faire venir tout un tas de jeunes. Mais l'idée, c'est pas d'être forcément dans une politique de demain, on veut absolument que cet été, ça soit multiconfessionnel sur tous nos chantiers, etc. Pour que ça se passe bien, il faut que ça vienne vraiment du jeune lui-même, une vraie volonté de venir, et que sur place, l'artisan soit préparé à ça aussi. Donc voilà, on va y aller étape par étape, mais c'est en effet l'objectif. Question pour toi aussi, Amaury. Sur quel modèle économique est-ce que tu as basé ton association? Comment est-ce que tu finances les différents projets? Comment est-ce que ça vit en soi? Sur les 500 donateurs que vous saurez après la conférence. Non, il y a d'abord Zaché. Comment? Il y a d'abord Zaché. Oui, pardon, je ne peux pas faire de concurrence. Non, on vit à 88% de mécénat, 2% de subventions et 10% financement propre, grâce aux adhésions, aux événements culturels qu'on crée. Donc on vit de dons de particuliers, de fondations, d'entreprises. C'est un modèle un peu fragile, mais qui est souvent le cas de pas mal d'associations, en tout cas au début. C'est un peu frustrant en tant que patron de ne pas créer sa propre richesse comme un chef d'entreprise. Ça, je trouve ça toujours très frustrant de dépendre de l'argent des autres. Mais c'est un peu le modèle pour l'instant, et on espère réussir à trouver des moyens de se financer plus facilement, un peu par nous-mêmes. Mais comme on est une asso d'intérêt général et on n'est pas à but lucratif, c'est un peu compliqué. Voilà. Monsieur le maire, je suis un ancien maire. J'aimerais savoir au sein de votre conseil municipal si les différentes confessions sont réunies et vous permettent de mieux diriger la commune. Je ne sais pas si ça permet de mieux diriger la commune, mais je pense qu'une liste, quelle qu'elle soit, doit être représentative de la réalité sociologique, culturelle, religieuse de la ville en question. Et donc c'est le cas pour ce qui me concerne. D'autre part, c'est une liste, je n'ai jamais fait état ni d'investiture, ni de logo de parti politique, ce qui me permet, je dirais, de plutôt repérer des personnes au regard de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ont déjà apporté à la collectivité au sens large, en qualité de président d'association, de commerçant, de chef d'entreprise, de mère de famille, que sais-je, parents d'élèves, plutôt que d'aller chercher des étiquettes. Et ça me permet d'être extrêmement... voilà, et je leur dis, c'est vous que je viens chercher, que je sollicite. Je connais éventuellement vos engagements partisans. D'abord, je leur demande de lire tout de suite Note pour la suppression générale des partis politiques, Simone Veil, Londres, juin 1940. Vous voyez, donc ça fait 9 pages. Bon, ça je leur dis d'abord, comme ça, c'est un peu de culture générale pour elles. J'ai été encarté, mais je ne le suis plus. J'ai toujours été très libre de mes fréquentations, de mes propos et de mes actions. Voilà, mais ça, j'en fais abstraction. Ce qui fait que sur cette base-là, on peut réunir assez large. Je dois confesser néanmoins que la radicalisation, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on voit bien les grandes fractures à l'œuvre dans notre société et les événements auxquels j'ai fait référence, notamment Gaza, mais pas que, les rapports, enfin tout ce débat, enfin, certainement nécessaire, mais des fois mené avec des maladresses, rend le management de ces équipes de plus en plus compliqué. Et à un moment donné, souvent, on me disait, oh, Xavier, tu devrais faire une association de soutien à ta candidature. Et je dis que le jour où on met toutes les personnes qui sont susceptibles de voter pour moi, on les met dans la même salle, ça va se finir par un pugilat. Je sais pourquoi les gens... Mais là, cet exercice d'être le point de référence d'attentes très, très diverses, multiples, et de plus en plus antagonistes, hélas, parce que les gens durcissent leur position, rend la tâche extrêmement malaisée. Et je ne sais pas comment construire ma liste en 2026 au regard de ça, parce que je dirais il faut un minimum de cohésion.
On peut faire des attelages brinque-ballants, mais si on le fait dès le départ, c'est sûr qu'à l'arrivée, on n'arrive pas vivant. Et la difficulté, elle est là parce que les gens se raidissent actuellement dans leur position. Voilà. Et ça, c'est la difficulté. Mais jusqu'à maintenant, j'y suis parvenu, mais voilà. Une question pour la maison Prunier et son beau développement. Félicitations pour le développement, pour le soin que vous apportez aux hommes. Voilà. Donc, question pour la maison Prunier. On connaît tous bien les relations difficiles avec la grande distribution. On a observé, on peut imaginer les relations en tension et la difficulté en termes de négociation. Ma question est comment vous parvenez à concilier une dimension chrétienne, humaine des choses avec les relations en tension avec la grande distribution qui, pour les avoir pratiquées, sont extrêmement difficiles. Donc, c'est le sens de ma question. Alors moi, mon objectif, c'est de fluidifier, de faciliter les relations. Hein, c'est ça le rôle de la fédération que je préside. Après, il ne faut pas être naïf. Mais donc moi, aujourd'hui, je dirais ce que je défends, et je le défends en agissant, en essayant d'agir. Pour l'instant, mais je ne désespère pas, en faisant changer les lois, c'est créer des lois qui rétablissent l'équité dans la relation. Et entre guillemets, voilà, c'est un pari que je veux faire, mais la loi doit protéger le plus faible, c'est-à-dire la PME, l'ETI, par rapport aux multinationales. Et aussi, ce sont des relations humaines. Il ne faut pas l'oublier. Donc, nos clients distributeurs ont besoin de nous. Moi, en tant que dirigeant de PME, président de fédération, de toute façon, je suis pour des relations constructives, par le dialogue. J'ai besoin de mes clients. Parce que mes clients distributeurs, aussi, quand je référence un produit, dans tous leurs magasins, j'ai énormément de ventes et je peux créer de l'emploi et je peux investir. Donc en fait, aujourd'hui, je dirais, si j'ai un rêve dans les relations, ce serait déjà d'éloigner, je suis désolé, mais le pouvoir politique des relations commerciales. Parce que, je veux dire, moi j'ai en tête quelques engueulades avec Bruno Le Maire, mais il faut arrêter de vouloir changer les lois tout le temps pour du détail, du machin, se mêler le truc. Il faut arrêter de toujours parler du prix bas. C'est le juste prix, moi que je défends. Tout le monde doit vivre et le consommateur doit avoir aussi un juste prix, mais le juste prix, c'est celui qui permet de rémunérer l'industriel et le monde agricole, parce que s'il n'y a plus de l'industriel, il n'y aura plus de monde agricole, et s'il n'y a plus de monde agricole, il n'y aura plus d'industriel. Donc tout le monde est perdant dans l'histoire, mais c'est un combat de longue haleine, mais je ne désespère pas. Mais aujourd'hui, moi, à mon niveau, je dirais mes réflexions sont faites dans ce que je défends, ce qui me facilite les choses, c'est que je suis convaincu que c'est au service du bien commun. Alors c'est peut-être prétentieux ce que je dis, mais c'est source d'une réflexion. Et moi, je me bats pour une vision de la relation. Évidemment, ça passe par des détails législatifs, mais le plus important, c'est la vision que je défends de la relation. Moi, monsieur le maire de Montfermeil, j'aurais deux questions à vous poser. Déjà, par rapport aux résultats édifiants que vous avez présentés de votre commune, pour quelles raisons ou qu'est-ce qui pourrait permettre plus exactement de faire des petits Montfermeil partout en France? Est-ce que l'État pourrait reprendre vos idées? Voilà, première remarque. Et ensuite, par rapport à la question de l'amalgame, vous mettez en lumière le je et le nous, qui me paraît effectivement une question centrale dans la communauté musulmane. Et comment ne pas faire d'amalgame, du coup, quand on n'arrive pas à distinguer exactement le je du nous? Alors, je vais commencer par cette dernière partie de votre interrogation. Je ne suis que maire, et donc je suis un élu local. Et je pense qu'au niveau local, je dois en rester prioritairement et principalement, je n'ai pas dit exclusivement, mais prioritairement et principalement, à leurs relations interpersonnelles, y compris avec la part d'incertitude et d'ombre. Si j'étais ministre de l'Intérieur, ce que je ne suis pas, peut-être que cette dimension interpersonnelle devrait s'effacer au regard d'arguments liés à l'ordre public et à la sécurité publique et aux intérêts vitaux de la France. C'est toute la difficulté et tout le réglage qui n'est pas facile. C'est pour ça que tout à l'heure, peut-être que j'étais un peu abrupt de mon jugement, mais les médias ne nous aident pas beaucoup. Mais voilà. Mais le fait que le ministre de l'Intérieur est déclassifié, pourquoi pas? Parce qu'il faut aussi que certaines réalités soient bien prises en compte par un certain nombre de personnes. On ne peut pas... bon, voilà. Donc c'est toute la difficulté.
dans laquelle je suis, au regard de ce que je sais, mais de ce que je dois être vis-à-vis des personnes pour toujours garder le contact. Voilà. Et relisez alors cette lettre de Charles de Foucault qui répondait à René Bazin, donc c'est 29 juillet 1916. René Bazin, Charles de Foucault, vous trouverez. Alors il pose une question, les musulmans peuvent-ils être français? Il répond par une, c'est assez abrupt, là aussi je ne voulais pas en faire état, mais la question m'y pousse. Ça mériterait quelques développements. C'est une réponse qui est par certains aspects datée, mais pour d'autres tout à fait d'actualité. Il aurait pu être écrite hier. Ce texte-là, je l'ai avec moi, il est là. Je l'ai distribué à tous mes préfets, sous-préfets, commissaires, tous les ministres que j'ai pu rencontrer. En 2005, lorsqu'on a été débriefé individuellement par le DIRCAP de l'Intérieur, DIRCAP de Matignon et le secrétaire général de l'Élysée, je suis venu avec ce texte-là en leur disant tout est dedans, le reste c'est de la littérature, personne n'a ri. Tout le monde devant moi a lu le texte en question, et aux 3 endroits, je vous demande de me croire, tout le monde m'a dit « Monsieur le maire, c'est vous qui avez raison, un temps de silence, mais comment le dire ?» Voilà. Et on est dans une grande difficulté, parce qu'il y a effectivement des gens qui ont parfaitement compris quelle était la nature exacte des enjeux que nous avons affrontés, mais qui sont dans une difficulté d'expression extrêmement forte, mais qui sentent bien. Et quand je discute avec certains de mes collègues, surtout mes collègues de gauche, là, avec les européennes, ils ont commencé à comprendre certaines choses. À droite, c'est un peu différent. Voilà. Et quand je vais dans un certain nombre de ministères, je tombe sur l'état profond, c'est pas un gros mot, voilà, sur des fonctionnaires d'autorité et d'expérience et qui sont parfaitement lucides sur les choses. Puis après, il y a les postures politiques et les postures médiatiques qui viennent un peu embrouiller tout ça. Voilà pour la réponse. Sur la politique montfermeilloise, d'abord, j'ai toujours été aidé par l'État. Je me souviens, il y a prescription. La première école Espérance banlieue avait été très mal vue par le ministère. C'était Madame Belkacem et qui avait donné des instructions pour qu'il puisse y être mis fin. Et c'est l'autorité préfectorale, je ne donne pas de nom, mais l'autorité préfectorale qui est venue me voir en disant « Monsieur le maire, on sait parfaitement qui vous êtes. On sait parfaitement ce que vous faites, mais on préfère que ce soit vous qui le fassiez avec les barbus. Donc on va vous aider et vous allez maintenir, et c'est eux qui m'ont trouvé et qui ont aidé le truc. Voilà. Bon, vous gardez ça pour vous, c'est pas voilà, mais c'est quand même. Donc j'ai toujours été aidé. Mes cours de français, l'État organise des cours de français à grande échelle. Ce sont les seuls cours de français en Seine-Saint-Denis et en France qui sont en plus des financements officiels, parce qu'ils ont vu, et tous les préfets successifs ont vu, quel était le travail de fond qui était fait auprès de ces familles et comment derrière ça rejaillissait sur la vie de la famille, sur la vie des enfants, sur la scolarité, sur l'insertion, sur l'intégration, sur enfin, voilà, tout ce qui fait, tout ce qui permet à une famille de s'épanouir et développer tous ses talents. Et donc j'ai toujours été aidé. De là, imiter, non, pas beaucoup. C'est pas faute que certains collègues reconnaissent le travail, s'intéressent, etc. Mais c'est sûr que les fondamentaux sur lesquels je m'appuie sont des fondamentaux assez profonds. La lettre de Charles de Foucault, c'est pas tout le monde qui arrive à comprendre et à adhérer, c'est un peu abrupt. J'ai d'autres textes tirés d'un document de la Commission pontificale Justice et Paix qui date de 89, l'Église face au racisme. Et ça, c'est un texte que je donne à chacun de mes préfets, qui explique certaines de mes actions qui sont peut-être border sur le plan du droit, mais qui, je dirais, fondamentalement, politiquement, aident les familles et aident la ville à se sortir de situations qui ne sont pas des situations de dignité. Voilà, quand vous avez deux appartements F5 qui brûlent et que vous avez 39 personnes à reloger, je ne vois pas où est la dignité des personnes quand dans 2 appartements de 5 pièces, il y a 39 personnes à reloger. Donc à un moment donné, moi je mets mon nez, je regarde, je vérifie et je ne donne pas tout. Voilà. Moi dans quoi aujourd'hui, j'ai plus de logements insalubres, j'ai plus de suroccupation dans les logements et j'ai des familles qui peuvent vivre tranquillement leur vie de famille, des gamins qui peuvent travailler tranquillement à la maison, etc. Donc, mais ça passe par... Bon. Tout ceci est justifié par des fondamentaux. Voilà. Et je lis également beaucoup. J'ai dû lire sur la question de l'islam, etc. Je continue de lire parce que les choses sont extrêmement mouvantes. J'ai dû lire 100 ou 50, 200 bouquets, j'en sais rien. Et je m'astreins à lire et sur d'autres sujets et à vraiment me pénétrer d'un certain nombre de textes fondamentaux pour vraiment asseoir ma réflexion et qu'elle soit la plus ajustée, la plus pertinente, la plus efficiente, mais la plus ajustée, mais enracinée assez profondément. Et là, j'arrive assez rapidement à perdre mon auditoire. Merci. C'est tout.
Merci beaucoup. Je ne pense pas, Xavier, que tu aies perdu ton auditoire. Bravo à tous les trois. Merci Marguerite pour l'animation. Alors,